Le forum du studio Kalangu. 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 Bienvenue à tous au forum de la presse du studio Kalangu de ce vendredi 9 octobre 2020. Votre rendez-vous hebdomadaire qui vous permet de mieux comprendre les principaux faits et marquer l'actualité de la semaine. Cette semaine, les sujets ayant dominé l'actualité et qui ont retenu notre attention sont la publication le mardi 6 octobre dernier des résultats globaux définitifs du baccalauréat session 2020 au Niger par la direction de l'Office du baccalauréat du Niger OBN. Le taux national de réussite aux examens du baccalauréat de cette année est de 33,76% contre 26,56% l'année dernière. Éducation toujours, nous parlerons des préparatifs de la rentrée scolaire 2020-2021 marquée d'une part par des actions de revendication de certains syndicats du secteur de l'éducation et d'autre part par des dégâts sur les infrastructures scolaires dues aux inondations et ou l'occupation des dites infrastructures par des familles sinistrées. Enfin, nous aborderons la situation socio-politique au Mali où un gouvernement de 25 membres a été mis en place lundi dernier. En conséquence, la CEDEAO a mis fin à son embargo qui pesait sur le Mali depuis le coup d'État du 18 août 2020. Nous reviendrons également sur les démarches en cours pour la libération de l'opposant malien Soumaïla Cissé et de l'humanitaire française Sophie Petronet, supposée être entre les mains des djihadistes. Pour analyser ces différentes informations, nous recevons nos confrères Elhaji Mohamedou Suleiman, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter. Elhaji Mohamedou, bonsoir. Bonsoir. Ousseini Sajoubo, journaliste indépendant. Ousseini, bonsoir. Bonsoir. Et Maïmouna Diado, elle est également journaliste indépendante. Bonsoir. À la présentation de ce forum de la presse, Michel Deji. Débutons par une analyse sur cette publication le mardi 6 octobre dernier des résultats globaux du baccalauréat 2020, toutes séries et catégories confondues par la direction de l'Office du baccalauréat du Niger OBN. Le directeur de cet office, le professeur Munkeila Abdo Serchi Laoli, a annoncé à cette occasion une hausse du taux de réussite à cette session 2020 de ce premier diplôme universitaire au Niger. Ainsi, le Niger obtient cette année un taux global national officiel de 33,76% contre 26,56% en 2019. Et ce, malgré les perturbations liées à la pandémie de la COVID-19 ayant entraîné la fermeture des classes sur l'ensemble du territoire national du 20 mars jusqu'au 31 mai 2020, soit pendant environ 70 jours. Hussein Issa, quelle analyse vous inspire ces chiffres? Merci Michel. Évidemment, quand on compare les chiffres, l'année dernière, on parle de 26 poussières pour cent. Cette année, 33 poussières pour cent. Moi, je ne vois pas. C'est 7 points. 7 points, c'est pas, moi, je dis une prouesse. Ce n'est pas une prouesse quand on sait un peu les conditions, au cours de ces dernières décennies, les conditions dans lesquelles le bac est organisé. Il n'y a pas eu de session de bac où on n'a pas entendu parler de fuite et autres. Il y a d'abord la baisse des niveaux qui est là. Ça veut dire que souvent, on se pose même la question, parce que le tout n'est pas d'obtenir le premier diplôme universitaire, mais que ce soit un diplôme véritablement universitaire.
Quand on voit un peu ce qui se passe pratiquement au cours des dernières décennies, il y a pratiquement pas de session de bac où véritablement, souvent les élèves même sont méritants. C'est ça le problème, parce qu'il ne faut pas poser le problème en termes de chiffres, en termes de statistiques. Moi, c'est ça qui me dérange. Il faut poser le problème en termes de qualité de l'éducation. Et aujourd'hui, tout le monde est unanime à dire, aussi bien au niveau primaire qu'au niveau secondaire, les deux cycles, pratiquement, le niveau est très bas. Et les enseignants sont récents. Moi, j'ai des amis enseignants-chercheurs de l'université de Niamey. Quand ils vous parlent de ce qui se passe au niveau de l'université, les élèves ou les étudiants qui entrent au niveau de l'université, ils ont de la peine. Ils se posent des questions. Comment ont-ils pu obtenir même le bac? Voilà toute la problématique. Moi, j'ai dit, c'est bien beau de dire, bon, on a progressé, mais on a progressé pour aller où? Pour aller où? Parce que le plus important, moi, à mon sens, c'est de faire en sorte que l'enseignement soit de qualité. Mais alors, et on dit en 45 jours, ce qui n'a pas pu être fait en 90 jours, en 45 jours, on a pu rattraper. Ça veut dire que c'est des diplômes de complaisance souvent. La question, c'est donc comment on arrive alors à avoir des taux oui, qui soient en hausse mais le problème, par rapport au même... Mais justement, mais le problème, c'est que ceux qui sont sur le terrain pour corriger, quand ils vont corriger, mais moi, je n'ai pas fait le volume horaire nécessaire pour pouvoir, en tout cas, qu'on puisse proposer des sujets. On a fait des sujets au rabais, on a fait plein de choses, certainement, pour pouvoir un peu rehausser ce taux-là. Mais moi, j'ai dit, ce n'est pas une prouesse, à mes yeux, ce n'est pas une prouesse, parce que je fais la génération 80, bachelier de la décennie 80, je sais de quoi je parle. La qualité de l'enseignement et tout, ça baisse. Et moi, j'ai dit, c'est pas compter sur les statistiques, former des gens de qualité. C'est ça qui est le plus important. Ça sert à quoi de former quelqu'un jusqu'à la maîtrise ou master 2 ou ceci, cela, mais que la personne ne soit même pas en mesure de faire une demande de je ne sais pas moi, rédiger une lettre. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est pour ça que moi j'ai dit il faut mettre surtout l'accent sur la qualité. En recrutant des enseignants de qualité. C'est bien beau. Peut-être l'année prochaine, on va encore rehausser le taux de quelques points, mais ça va changer quoi? Merci à vous, Hussein Issa. Maïmouna Gado, est-ce qu'on peut déduire que le gouvernement a réussi à sauver cette année scolaire 2019-2020 après la réouverture des écoles le 1er juin 2020 pour une durée de 45 jours? Je vous remercie. Donc, je félicite d'abord le studio Kalangu pour cette innovation. Revenons sur la question de l'école. Le système éducatif nigérien ne peut pas être sauvé en 45 jours. Donc, je me dis que c'est vrai, le gouvernement a fait ce qu'il a à faire. Mais quand on regarde, c'est comme l'a dit Ousseini, quand on regarde aujourd'hui avec les taux qu'on nous présente, on a comme l'impression que, en fait, on nous montre des taux, on veut que nous, en tant que Nigériens, que nous acceptons le taux qu'on nous présente. Mais dans le fond, qu'est-ce qui a été fait? C'est ça il faut voir. Parce que c'est en catastrophe que les élèves sont retournés sur les bancs de l'école. C'est en catastrophe que les premières compositions et semestrielles ou quoi se sont tenues. Et c'est en catastrophe que quand on regarde aussi l'impréparation au niveau donc, des examens. Donc, je me dis que c'est vrai, l'État a fait quelques efforts pour ne pas blanchir l'année en ramenant les élèves sur les bancs de l'école pour 45 jours. Mais je me dis également que beaucoup reste à faire. Ça veut dire que vous pensez, comme Ousseini, qu'il arrive que les taux de réussite que le gouvernement annonce ne reflètent pas la réalité du niveau des scolaires? C'est ce que je suis en train de dire. C'est bien beau de nous donner des chiffres, mais quand on regarde la qualité de l'enseignement, est-ce qu'aujourd'hui, ces élèves que nous avons devant nous, qui réussissent aux examens, est-ce que ce sont des examens, ce sont des élèves qui réussissent en termes de qualité? C'est ça qu'il faut se poser. Le gouvernement peut déduire qu'il y a eu tel nombre de taux de réussite, mais est-ce que les élèves qui sortent aujourd'hui, c'est la qualité que nous voyons? Nous ne voyons pas la qualité. Il n'y a pas la qualité qui est dispensée. Et nous voulons que pour une bonne éducation, pour que le Niger aujourd'hui soit compté parmi les pays qui avancent en termes d'éducation, qu'il y ait la qualité d'abord. Et non la quantité ou le pourcentage qu'on nous reflète, qu'on nous donne, en fait.
Alhaji Mohamedou Suleiman, qu'est-ce qui retient votre attention à votre niveau à propos du taux de réussite aux examens du baccalauréat intervenu cette année dans le contexte que l'on sait? Peut-on parler d'exploit, vous pensez? De mon point de vue, l'exploit, c'est surtout pour le nouvel office donc national du baccalauréat. L'OBN, c'est surtout le fait de mettre cette année, en tout cas pratiquement sur toute la ligne, on n'a pas parlé de fraude, contrairement au BEPC où on avait vraiment des sujets, des épreuves qui ont fuité. L'épreuve de SVT. Donc là, il faut dire que vraiment le FIS a vraiment inversé la tendance. Il faut donc féliciter le professeur Serki et son équipe parce que chaque année, en tout cas, les fraudes, les examens, c'est une réalité. Mais vraiment, ils ont pris des mesures. En tout cas, cette année, comme ça a été un succès, en tout cas dans ce domaine. Donc maintenant, par rapport aux résultats, j'avoue que la qualité, le baisse de niveau, ce qui concerne l'école nigérienne, c'est une réalité. Ça a commencé en tout cas depuis qu'on avait un certain nombre de réformes. À un moment, il y avait ce qu'on appelle le double flux. Il y avait vraiment toute une stratégie. En tout cas, imposée. En fait, en réalité, c'était des injonctions des barres de fonds. Le FMI, la Banque mondiale, en tout cas, ça c'est un vieux débat. En tout cas, cela a donné comme le résultat véritablement le secteur éducatif. On avait un moment opté pour donc scolariser les enfants, donc la quantité, pas la qualité. Donc vraiment, Hussein Issa a raison. Il n'y a pas vraiment, y a rien à redire le niveau des élèves aujourd'hui quand vous suivez de lire une correspondance ou bien un élève d'un niveau assez élevé qui t'envoie un message. Franchement, on se rend compte à l'évidence que c'est pas vraiment à la hauteur. Maintenant, il faut dire que faut-il dire que parce que certains pensent que la période de confinement pour un élève sérieux qui se soucie du bac pourrait être loin d'être un facteur défavorable, mais favorable à condition que les élèves se constituent en groupe et qu'il y ait justement des encadreurs, leurs parents, leurs grands frères, des enseignants peut-être. Cela pourrait expliquer que certains élèves, par exemple aussi, il y a des élèves qui sont redoublants, qui ont fait le bac une fois, deux fois, trois fois. Donc, c'est ça qui peut expliquer cette, en tout cas, ce taux, donc, contrairement donc, à l'an passé où il y a eu 26%. Bref, dans tous les cas, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais je pense que, moi, de mon point de vue, il faut donc, au niveau, donc, généraliser donc, l'organisation des examens. Peut-être il faut confier même le BPC au niveau donc, de cet office-là, en tout cas, si cela est possible, ou bien créer une structure au niveau donc, le bac, secondaire. Le niveau universitaire. Je sais très bien. Donc, il faudra maintenant au niveau s'inspirer de l'exemple donc, de l'OBN pour effectivement éviter les fraudes. C'est le système éducatif qui ne répond pas. En ensemble. Absolument. Donc, il faut non seulement mettre les moyens, mais aussi donc, véritablement. Il y a eu des stages généraux de l'éducation. Donc, il faut qu'on laisse justement les professionnels donc, orienter le système éducatif conformément en tout cas aux attentes des Nigériens. Chaque pays est un cas. Le Niger a ses priorités et par conséquent, par exemple, au niveau de l'enseignement supérieur, il me paraît évident qu'il faut laisser, à partir des études qui vont montrer véritablement voilà ce qu'il faut, combien d'étudiants il faut envoyer au niveau des sciences appliquées. Tout cela, en fait, c'est des questions vraiment techniques. Il n'y a que les professeurs, en tout cas, qui doivent être mis en avant. Maintenant, le politique accompagne avec les moyens, mais aussi avec tout ce qu'il faut pour justement, véritablement, que l'école puisse franchement être une école de développement, vraiment pas une école vraiment qui est là chaque année, parce que véritablement les experts le disent, tant que nous sommes déjà en retard par rapport aux autres pays, en matière d'IDH,
Je me souviens de cette image qu'avait donnée le docteur de l'Institut national de la statistique, qui montre véritablement, c'est comme si dans une course, on voit par exemple à Ouaga quelqu'un qui est à Maradi, vous voyez quelqu'un à Niamey ici. Donc, vous voyez la différence. C'est-à-dire que par rapport aux autres pays, vous marchez, mais vous êtes absolument. Donc, franchement, il faut se dire que véritablement, bientôt, on va aux élections. Il faudrait que les différents candidats aux élections se disent que faisons davantage de l'école une priorité. Merci beaucoup. Passons à présent aux préparatifs de l'organisation de la rentrée scolaire 2020-2021 que nombre d'enseignants ne voient pas s'annoncer sous de bons auspices. C'est le cas des enseignants détenteurs du diplôme d'aptitude professionnelle DAP-CEG ou professeurs de COG des 6e et 7e promotions qui étaient en sit-in jeudi 1er octobre dernier au ministère des Finances. Ils exigent du gouvernement le paiement d'environ 7 voire 12 mois d'arriérés de salaire pour certains. Ces enseignants dépassent les 1200 en nombre selon le coordinateur de la Fédération des syndicats des enseignants du secondaire, Amadou Issa Suleiman, interrogé par le studio Kalangou. Hussein Issa, qu'est-ce qui est attendu du gouvernement dans l'immédiat face à des revendications de ce genre? Oui, mais ça, c'est des revendications, je crois. C'est des revendications, comment dirais-je, matérielles. Ça dit, c'est l'argent. C'est l'argent, quand même, ils mangent. Pour aller enseigner, il faut bien manger. Quand tu n'as pas mangé, comment tu peux aller enseigner? Ça, ce n'est que l'aspect qui concerne les enseignants. Et ce n'est pas à ce niveau seulement. Même au niveau de contractuel, le problème est là. Bien sûr. N'est-ce pas? Mais le véritable problème, parce qu'on parle de rentrer le 15. Bon, le 15, c'est pratiquement dans une semaine. Rien qu'hier, j'ai fait la zone de Libori jusqu'à Kolo. Et j'ai constaté que toutes les classes sont encore occupées par les familles sinistrées. N'est-ce pas? Oui. Toutes les classes, je te dis, toutes les classes jusqu'à Gamkale. Il n'y a pas une seule classe qui est actuellement libérée. Ça, c'est le premier aspect. Et je me suis entretenu par la suite avec Ali Osamna de Cause Niger. Un autre problème qui va se poser, c'est que jusqu'ici, en tout cas, j'ai causé avec lui Magdi. Je parle de Magdi. Jusqu'ici, les fournitures et matériels didactiques, aucune inspection, aucune région n'a reçu son lot. Ça, c'est le deuxième problème. Troisième problème, le mouvement des enseignants. Il y a eu un timide mouvement récemment, mais ça n'a concerné que l'enseignement primaire et pas tout le monde. On ne parle pas des responsables au niveau administratif et autres, c'est-à-dire les directeurs, les inspecteurs, les directeurs régionaux et tout. Tout ça là, ce n'est pas fait. Bon, moi, je me dis, c'est par quel miracle, quel bâton magique on peut considérer qu'on peut faire une rentrée dans ces conditions. Parce que la dernière fois, il était question que quand on va libérer les classes, parce qu'il faut d'abord reloger les personnes, les ménages qui sont en train de vivre dans ces classes-là. Il faut les reloger dans des conditions décentes. Le Premier ministre a pris l'engagement. Mais alors, on doit ensuite désinfecter les classes. Tout ça n'est pas fait jusqu'à cette date. Et ce n'est pas évident que ça soit fait d'ici le week-end. Ce n'est pas évident. Que peut faire donc le gouvernement pour que cette rentrée puisse avoir lieu, puisque ça a été annoncé par l'État le 15 Michel, honnêtement, quand on veut faire les choses dans les règles de l'art, à l'époque, quand l'école était bien, au mois d'avril déjà, tous les fournitures, les matériels didactiques, tout est acheminé déjà au mois d'avril, avant même la fin de l'année scolaire en cours. Oui. On n'attend pas la dernière minute pour vouloir faire toutes ces choses-là. Ça veut dire qu'on s'achemine vers une rentrée politique. Et une rentrée politique, pas dans toutes les écoles. Au niveau des écoles qui ne sont pas encore occupées, on peut trouver une ou deux écoles peut-être à Niamey, ou en tout cas les zones qui ne sont pas les quartiers où les gens n'occupent pas les classes, on peut aller faire la rentrée là-bas. Mais pour toutes les zones, et qui sont nombreuses à Niamey, toutes les zones où les écoles sont occupées, je vois mal, en tout cas je ne vois pas par comment la rentrée peut être effective et comment veut dire, le 15 octobre prochain. Pas seulement c'est à l'intérieur du pays également, parce qu'il n'y a pas une seule région du pays qui a été épargnée. Il y a même les travaux champêtres qui impactent souvent. Justement, j'ai oublié cet aspect. Parce qu'en campagne, le plus souvent, les classes sont en tige de 1000 et autres.
Bien sûr. Les jeunes n'ont pas encore récolté. Il n'y a même pas les intrants pour pouvoir reprendre les classes. Parce que les classes se sont effondrées avec la pluie. Il n'y a même pas de tiges pour l'instant parce que les paysans n'ont pas livré. Mais dans ces conditions-là, non, il faut être réaliste. Moi, j'ai dit, il ne faut pas vraiment, pour juste dire on va faire pour faire, il faut se donner les moyens, il faut créer les conditions pour que quand on commence. Parce que c'est ça, c'est des détails comme ça qui vont foutre l'année en l'air. C'est des détails comme ça. Les questions de salaire, les questions de conditionnement des enseignants, les questions de matériel didactique et autres. Mais c'est ça qui va foutre l'année en l'air. Justement, Hussein Issa, au niveau du primaire également, signalons que plus de 2 ans après le dépôt des dossiers de candidature, les contractuels de l'éducation de base attendent toujours le test de recrutement de 500 enseignants à la fonction publique. Une situation qui complique davantage le retour au calme du système éducatif nigérien, a déclaré au studio Kalangu le premier secrétaire général adjoint du syndicat national des contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB, Chérif Issoufou. Elhaji Mohamedou Suleiman, on le sait bien, il est parfois difficile pour un gouvernement de prendre en charge toutes les revendications des travailleurs, mais dans le cas d'espèce, que peuvent faire les autorités nigériennes dans la perspective de motiver tous les enseignants à faire de la prochaine rentrée scolaire une réussite pour l'intérêt de l'école nigérienne? La première des choses à faire par le gouvernement, c'est de payer les enseignants. Lorsqu'il y a des arriérés, de mois d'arriérés, comme vous l'avez dit, je pense que véritablement, si on fait pas une question d'équité, les autres fonctionnaires n'ont plus d'arriérés. Donc c'est l'occasion pour le gouvernement de profiter en payant les gens, donc en tout cas chaque fois donc de payer quelques anticiper, c'est-à-dire qu'en fait prévoir comme ça de manière progressive. On va donc épurer ces arriérés. Mais je pense que les syndicats sont dans leur rôle à la veille d'une rentrée. Il n'y a pas mieux qu'un syndicat, en tout cas, que véritablement de poser les problèmes de l'espoir, effectivement, d'amener l'autorité à prendre en compte, justement, la revendication. Autrement, ce n'est pas vers la fin de l'année qu'ils vont trouver gain de cause. Donc, je pense que, franchement, dans la mesure du possible, c'est inacceptable, particulièrement dans ce secteur de l'éducation ou bien de la santé, qu'on observe que les enseignants ont des arriérés. Non seulement il faut le reconnaître dans notre pays, ailleurs, l'enseignant est très bien rémunéré parce que tout simplement on pense que sa fonction est essentielle pour le pays. Donc, il est conséquemment payé parce que, imaginez, c'est des gens qui sont dans des coins très reculés. Aujourd'hui, ils font face à toutes, en tout cas, les situations, l'insécurité et aussi les maladies. Donc, vous voyez, il faut qu'ils soient non seulement bien rémunérés, mais aussi rémunérés à temps. Je suis sûr que comment exiger justement ce que nous sommes en train de dire véritablement. Lorsqu'un enseignant face à la gestion du quotidien, lui, c'est un père de famille, il a des enfants, donc, il va aller en classe ou bien il va aller faire autre chose. Donc, moi, je pense que c'est un vrai problème. En tout cas, il faut faire en sorte que ces arriérés, dans la mesure du possible, soient épurés, mais aussi, il est important de revoir le traitement des enseignants. Donc, moi, je pense que ils sont dans leur rôle. Donc, il faut vraiment voir, dans tous les cas, pour la rentrée, il faut justement considérer qu'ils ont besoin du minimum. Un enseignant qui a 12 mois d'arriéré, même si je ne sais pas si c'est accumulé, de quelle façon c'est accumulé, mais cela veut dire que quelque part, il n'aura pas la motivation mais absolument qu'il faut pour enseigner. enseigner. Peut-être qu'entre-temps, si on examine la situation, d'autres peut-être auraient abandonné, ils auraient démissionné, parce que tout simplement, l'enseignant n'a que son salaire pour vivre. Donc, par conséquent, la moindre des choses, c'est vraiment de lui garantir cela. Si même on ne peut pas
l'augmenter. Je vais juste rajouter quelque chose par rapport à ce qu'Alain Suleiman vient de dire. C'est l'enseignant, en quelques secondes, ce qu'est l'enseignant, c'est quand on regarde un peu les profils au niveau de la fonction publique, c'est ceux-là qui, dès que l'école commence, ils n'ont plus de temps de repos. Il faut préparer le cours, il faut aller les dispenser aux enfants, il faut corriger les cahiers, il faut faire les relevés de notes et tout. Sur toute l'année, et ils n'ont aucun à côté. C'est vrai, c'est un sacerdoce, ce n'est pas facile. Alors, mais quelqu'un qu'on prend, on le jette dans une brousse, on ne lui donne pas son salaire. Il va faire comment? À l'époque encore, c'était bien. Ça pouvait aller parce qu'à l'époque, il y avait la solidarité. Quand vous venez en tant qu'enseignant, le chef de village prenait soin de vous, on vous donnait. Aujourd'hui, c'est fini. On avait plus de considération pour l'enseignant. Oui, mais bien sûr. Rappelons que cette rentrée pour les établissements d'enseignement préscolaire, primaire et secondaire et dans les écoles de formation professionnelle avait été officiellement annoncée pour le 1er octobre 2020, puis reportée au jeudi 15 octobre prochain en raison des graves inondations enregistrées cette année au Niger. Maïmouna Diado, quels sont les défis à relever urgemment pour que ce challenge soit gagné du point de vue libération des classes occupées par les sinistrés, réparation des infrastructures scolaires endommagées par les fortes pluies, respect par les scolaires des mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19, etc. La priorité ici, c'est d'abord de libérer les classes. Libérer les classes et trouver un endroit approprié pour ces sinistrés, d'abord. Ensuite, on dit que ventre affamé n'a point d'oreille, comme ils l'ont dit. Mettre les enseignants également dans les conditions. Parce que quand vous n'êtes pas dans les conditions, même si on libère les classes aujourd'hui, quel est l'enseignant qui va aller dispenser les cours sans avoir rempli son ventre? C'est ça le problème. Est-ce que ces enseignants vont se préoccuper de dispenser les cours ou bien ces enseignants vont se préoccuper de s'occuper de leur famille? C'est ça aussi. Deuxièmement ou troisièmement, si je peux l'affirmer, il y a des écoles qui aujourd'hui n'ont pas de sinistrés, mais d'où les eaux stagnent jusqu'à présent. Elles-mêmes sont inondées, ces écoles. Voilà. Donc, il faut également essayer de vider ces écoles de ces eaux. Troisièmement ou quatrièmement, il y a des écoles qui sont parties. Pratiquement, il n'y a rien, pas même de traces d'école. Dans certaines régions, il y a des endroits où les écoles n'existent même pas. L'eau a tout emporté. Donc, il faut également que le gouvernement s'y mette pour fabriquer, parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on peut atteindre des classes en matériaux définitifs, mais quand même, le peu qu'ils peuvent aujourd'hui mettre à la disposition de ces élèves, parce qu'on ne peut pas laisser également ces élèves sans partir à l'école. Donc je pense qu'il y a énormément de défis qui attendent le gouvernement. Merci beaucoup Maïmouna Diado. Dernier sujet de ce forum de la presse, nous allons nous intéresser à présent à la situation sociopolitique au Mali. Lundi dernier, un gouvernement d'union nationale de 25 membres a été mis en place. Ce dernier sera chargé de conduire la transition politique de 18 mois du pays. El Hadji Souleymane Mohamedou. Que doit-on de prime abord comprendre de la composition de ce gouvernement de 25 membres nommé par le président de transition, Bandao, et qui comprend 4 militaires et certains chefs rebelles? Ce que les observateurs ont constaté, que les militaires quand même ont eu quand même à se positionner dans le gouvernement. Ils ont pris certains postes régaliens. Et aussi, c'est parmi les membres du gouvernement, c'est aussi des noms bien connus, donc des membres du CNSP. Non seulement déjà, quand on se souvient de la demande de la CEDEAO, ils ont fait en sorte que le président de la transition soit un militaire à la retraite. Donc ils disent qu'un militaire c'est un civil, ça passe. Mais le vice-président, c'est le leader donc, du CNSP qui a voulu, donc heureusement, ils ont donné suite
à la demande de la CEDEAO qui dit qu'il ne doit pas être absolument par en intérim, absolument. Donc, ils ont respecté ce principe. Bien sûr. Par rapport à la composition de ce gouvernement, certains analystes disent que c'est une victoire de la junte parce que c'est comme si la CEDEAO vient donc légitimer aussi donc, ce qu'ils ont fait. Donc, bref, je pense quand même il faut se réjouir que notre grand voisin, en tout cas, on voit un peu les choses commencent donc à se régulariser. Il y a donc un gouvernement qui est en place. La CEDEAO vient de lever donc, l'embargo. Donc maintenant, on pense qu'ils vont se mettre au travail pour véritablement faire face aux grands défis. On a appris que le président donc, de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo, va venir très bientôt au Mali pour justement rassurer que la CEDEAO va accompagner donc, cette institution. Donc, il a déjà demandé d'ailleurs aux autres partenaires d'accompagner le Mali. Tout à fait. Donc je pense qu'il faut se réjouir donc, du fait qu'on tend vers le rétablissement de la situation. Sauf que maintenant, la vraie question, c'est les défis donc, pour le Mali, les défis sécuritaires, les défis, en tout cas comme notre pays, le Mali aussi, tout est prioritaire. En plus de la question de la sécurité, l'économie, l'école, vous voyez donc, je pense c'est également un pays en voie de développement. Absolument, il y a beaucoup d'efforts à faire. Donc moi, je pense que c'est une expérience qui montre que nos pays sont très fragiles et parce qu'il faut le reconnaître, on a entendu vraiment les cris de cœur de certains Maliens que effectivement l'embargo avait vraiment véritablement fragiliser le pays. Et cet embargo n'a fait du mal qu'aux populations civiles. C'est le leader donc, de Putsch qui gère la question de la défense et la sécurité. Donc on va voir véritablement ce que ça va donner. Mais l'autre aspect qu'il ne faut pas négliger, le fameux M5 RFP, donc le mouvement de la société civile et l'opposition politique, ils ont eu 3 qui a véritablement... En réalité, ils disent que pas forcément ces gens ne sont pas en tout cas officiellement ils disent que ce mouvement n'est pas représenté au sein du gouvernement. Il faut reconnaître que ce mouvement dans le processus en tout cas du dialogue a été d'une certaine façon grigé. Merci. Il n'a pas été son poids politique n'a pas été pris en compte dans la mise en place des institutions de la transition. Merci Al-Haji. Hussein Issa, peut-on dire que ce gouvernement est consensuel et qu'attend de lui le peuple malien? Bien évidemment que le gouvernement est consensuel. Ça fait longtemps que le système est bloqué. Ça a pris combien de temps? Ça veut dire que si la CEDEAO est d'accord avec... Depuis le 18 août. Oui, justement, oui, bien sûr, parce qu'il y avait des problèmes au niveau de certaines nominations et tout. Finalement, le Premier ministre d'abord, dans un premier temps, parce qu'il fallait mettre un Premier ministre civil. Et comme on avait dit, un président civil, de transition civile, civil entre guillemets, parce que c'est un ex-colonel de l'armée, tout ça. Mais moi, je veux dire, quelque part, c'est que les gens, parce que je suis bien d'accord, l'embargo, tout à l'heure, Alhaji Suleiman disait l'embargo. D'accord, la CEDEAO ne veut plus de coup d'État. Et je vais insister là-dessus. Mais c'est sur la base du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Mais pourquoi la CEDEAO ne jette pas un regard quand un chef d'État gère mal? L'interpeller, lui notifier qu'il ne peut pas continuer à gérer comme ça. Parce que qu'est-ce qui amène les crises politiques généralement? C'est la mauvaise gestion. Vous laissez la personne faire. Et maintenant, parce que vous voyez un peu le processus. Le coup d'État, c'était pas, comme on avait dit, immédiatement, c'était pas... C'est vrai, certains ont eu à dénoncer cela. Certains observateurs ont dit que la CEDEAO avait agi beaucoup plus. C'est comme si c'était un syndicat. Donc, on va avancer. Le problème, c'est un syndicat. Si ce n'est pas un syndicat, regarde ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Regarde ce qui est en train de se passer en Guinée-Conakry. La CEDEAO est là, elle observe. Maintenant, que doit faire le gouvernement face aux attentes du peuple malien? Le gouvernement, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Et le niveau de déliquescence du Mali, ce n'est pas en l'espace de 18 mois qu'on peut régler des problèmes qui ont été accumulés pendant plus de 10 ans.
Il y a un grand défi quand même, c'est non. Les élections pour oui, qu'il y ait des civils. Ça quoi les élections? Si c'est faire des élections pour faire des élections, ça sert à quoi? Ça sert à quoi finalement? Parce que les gens qui vont venir, ils vont s'enrichir pendant que le peuple croupit dans la misère. Non, moi j'ai dit. Donc c'est quoi les grands défis finalement pour le gouvernement? Il faut donner un sens aux élections. Parce qu'ici, nous avons dévoyé, en tout cas dans nos pays le plus souvent, surtout les pays francophones, la démocratie est dévoyée. On pense que parce qu'on est parti dans les urnes, le peuple a choisi, et souvent même, c'est même pas le peuple qui a choisi. On sait donner, comme on veut dire, on a magouillé, on a fait des choses un peu pour venir au pouvoir, et on considère que c'est le peuple. Non, le peuple a le pouvoir de sanctionner. Quand vous gérez mal, il faut que le peuple vous sanctionne. Mais malheureusement, dans nos pays, ce n'est pas comme ça. Les gens considèrent que je suis arrivé, il faut... Ça veut dire que le gouvernement doit tout faire pour réussir à organiser des élections crédibles. Des élections crédibles, d'accord. Pendant les périodes de transition qu'il y a souvent des élections crédibles. Mais quand la transition passe là, celui qui s'installe là, quand il va organiser lui, il va s'arranger pour faire en sorte que ça ne se passe pas dans la transparence. Le plus souvent dans nos pays, c'est comme ça que ça se passe. Maïmouna Diado, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont annoncé justement le 6 octobre dernier la levée des sanctions contre le Mali pour soutenir, disent-ils, cette transition censée ramener les civils au pouvoir. Quelle analyse faites-vous de la fin de ce embargo, longtemps décrié par nombre d'observateurs? D'abord, je me réjouis. Je me réjouis de la réouverture en fait, des frontières et la levée de l'embargo par la CEDEAO. Moi, je l'avais dit ici que la CEDEAO n'avait pas, en fait, je ne vois pas l'importance de mettre le Mali sous embargo parce que ce qui est fait est déjà fait. C'est le coup d'État. Le coup d'État a été fait du moment où les militaires ont décidé de faire la transition. Il devrait être soutenu depuis fort longtemps pour cette transition, pour amener des institutions, mettre en place d'abord les institutions. Et aujourd'hui, voilà que l'histoire donne raison, comme on le dit. La CEDEAO avait en fait exigé la dissolution du Conseil national pour le salut du peuple. C'est ce que je suis en train de dire, en fait. Parce que du moment où c'est déjà arrivé à un stade où on ne pouvait pas dissoudre le Conseil national, pour le salut du peuple, je me disais que la CEDEAO devait en fait réorganiser les choses avec ces mêmes militaires-là pour pouvoir aller vers un Mali qui va décoller. C'est aller vers une transition. Et aujourd'hui, vous voyez, avec la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, la CEDEAO ne peut que s'en féliciter. Parce que vraiment, avec la fermeture, ce n'est pas uniquement ceux qui ont fait le coup d'État qui ont eu des difficultés. Mais il y a eu même des difficultés au niveau des transactions financières. C'est la population. La population a tellement senti ça et c'est très difficile. Merci. Restons toujours au Mali pour parler de ces informations sur la libération de plus d'une centaine de djihadistes condamnés ou présumés le week-end dernier, dans le cadre des négociations pour la libération de l'opposant Soumaïla Cissé et de l'humanitaire française Sophie Petronet. Elhadji Mohamedou Souleymane, de quoi s'agit-il exactement? Franchement, il y a eu un effet d'annonce. Les médias ont pris pour leur coup la recherche donc, de la primeur d'annoncer l'information. C'est vrai, la vie est sacrée, mais je pense quelque part, c'est les terroristes qui vont gagner du terrain, c'est eux qui vont tirer leur épingle du jeu, parce que non seulement on a libéré certainement parmi ceux qui sont libérés, il y a certainement leurs lieutenants donc, qui connaissent le terrain, qui vont encore revenir faire donc merci à vous. On va justement poser la question à Hussein Issa. C'est vrai, on comprend ce que vous voulez dire par là, mais Hussein Issa, justement, la libération de ces djihadistes n'aura-t-elle pas des conséquences fâcheuses sur la stabilité du Sahel? Parce qu'il ne s'agit pas seulement du Mali. Mais comment est-ce que ça vaut le coup de poser cette question? Mais évidemment, c'est des gens qui ont été pris, qui ont les mains sales, qui ont les mains souillées de sang, qu'on a emprisonnés. Et voilà, c'est eux qui mènent le machin, qui mènent la danse.
C'est eux qui mènent la danse aujourd'hui. Et vous trouvez que c'est normal qu'un État se permette de faire ce genre d'actes parce que tout simplement vous voulez montrer que non. C'est-à-dire ceux-là qui sont sortis, ils vont encore aller reprendre les armes. Maïmouna Diado, à quoi faut-il s'attendre avec cette nouvelle façon de libérer des présumés terroristes? Mais si aujourd'hui, pour libérer, ou bien pour libérer des personnes, des officiels ou une Française, il faut d'abord libérer des criminels, parce que moi je les appelle les criminels, les djihadistes. Aujourd'hui, mais il faut s'attendre à quoi? Ça veut dire que même demain, ces mêmes djihadistes vont encore demander plus. Cette fois-ci, au lieu que ça soit 150, ils vont demander qu'on vide tous les djihadistes qui se trouvent dans les prisons. Ça veut dire que ça ne devrait pas être négociable. Ça ne devrait pas être négociable. Dès au début, moi je ne vois pas l'intérêt de négocier avec des djihadistes. Merci beaucoup, c'est bien compris. Nous sommes au terme de ce forum de la presse du studio Kalangou. Nous étions avec El Hadji Mohamedou Souleymane, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter, Ousseini Sajoubo, journaliste indépendant, et Maïmouna Diado, journaliste indépendante également. À la présentation, c'était Michel Deji pour la modération de ce forum. À la régie pour le son, nous avons Seyni Saka et à la réalisation vidéo, Mustapha Yuba. Merci aussi à vous, chers auditeurs et téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du Studio Kalangou. Rendez-vous sur les 45 radios partenaires du Studio Kalangou pour suivre samedi à partir de 17h le programme des jeunes avec l'actu des jeunes en 5 langues suivies de Tous à la Fada, et le même jour à 18h15 le forum en Hausa sur les enjeux de la fermeture de la Cominac à Arlita, et dimanche à la même heure le forum en Zarma portera sur le thème l'importance des jardins scolaires au Niger.